Salut les petits noobs, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'histoire de la GameCube. Certains d'entre vous m'ont demandé de parler de cette console qui a fêté ses 20 ans au mois de septembre l'année dernière et qui fêtera ses 20 ans en Europe en mai prochain. Alors avant de se lancer dans l'histoire complète, je vais tout de suite vous dire que j'ai toujours dit la GameCube et que dans tout l'épisode, je dirais la GameCube et pas le GameCube, mais à mes yeux, le débat est plutôt futile, étant donné qu'on parle de la même console. Replongeons-nous quelques temps avant la GameCube. Nintendo a connu le succès avec la Famicom, ou comme on dit chez nous, la NES. Quelques années plus tard, ils sortiront la Super Nintendo qui fut elle aussi un véritable carton contre le concurrent de Nintendo, j'ai nommé Sega. Au passage de la 3D, Nintendo va se heurter au succès de la PlayStation de Sony qui domina la 5e génération de consoles, plus de 100 millions de PlayStation vendus dans le monde. Nintendo à cette époque avait proposé la Nintendo 64, console très appréciée des fans mais qui n'a pas connu le succès de ses grandes sœurs. Les éditeurs tiers avaient pour beaucoup fui la console car Nintendo 64 avait conservé le format cartouche contre le format CD-ROM pour ses concurrents, offrant plus d'espace de stockage. Et en plus de ça, programmer sur la Nintendo 64 était plus compliqué que sur la PlayStation. Pourtant, pour les connaisseurs, la Nintendo 64 a connu de très bons jeux, comment ne pas citer Super Mario 64 qui va révolutionner le jeu en 3D, les 2 épisodes de The Legend of Zelda, GoldenEye 64, Banjo-Kazooie et encore beaucoup d'autres. Le problème, c'est que tous ces bons jeux sortaient au compte-gouttes, les sorties étaient trop espacées, les chiffres parlent d'eux-mêmes, un tout petit peu plus de 32 millions de consoles vendues, soit moitié moins que sa grande sœur, la Super Nintendo. C'est en 1998 qu'on va entendre parler d'un nouveau projet de console, quand le studio Retro Studio annonce un contrat d'exclusivité avec Nintendo pour développer des jeux sur la future console de Nintendo. Un an plus tard, le 5 mai 1999, le site IGN, une des références des sites de jeux vidéo, annonce que Nintendo travaille sur le projet Dolphin, que sa sortie est prévue pour les années 2000-2001 et que la puissance graphique serait comparable à celle de la PlayStation 2. Le projet fonctionnerait sur DVD abandonnant les cartouches si chères à Nintendo. 4 studios auraient déjà les kits de développement, 2 studios internes à Nintendo, ainsi que le fameux studio Retro Studio, et pour finir, Rare. Quelques semaines plus tard se tient le 3 1999 et c'est là que Nintendo va parler de son projet Dolphin. Le président de Nintendo of America, Howard Lincoln, annonce que Nintendo s'est associé avec IBM pour travailler sur le processeur de la console. La partie graphique sera confiée à la société ArtX, qui avait aussi travaillé sur l'architecture graphique de la Nintendo 64. ArtX a été fondé en 1997 par le docteur Wei Yen, qui cofondera quelques années plus tard, en 2002, la société iQue, qui sera chargée de vendre les consoles Nintendo sur le sol chinois. D'ailleurs, la société ArtX se fera racheter par ATI en février 2000. Le projet est censé sortir au Japon durant l'automne 2000 et au printemps 2001 aux États-Unis. J'ai pu tomber sur des kits de développement où on y voit un design assez particulier. La grosse cartouche là pouvait contenir 4 jeux et on y voit 4 ports manettes. Nintendo veut que sa console soit avant tout conviviale et proposera donc les 4 ports manettes. La manette sera dessinée par Shigeru Miyamoto qui veut qu'elle soit le plus attractif possible et c'était pas compliqué de faire mieux que le trident de la Nintendo 64. La console se veut être petite et facilement transportable, une idée chère à Nintendo, mais je vous en reparle un peu plus tard. Et pour le support des jeux, Nintendo abandonne son format cartouche, mais ne veut pas du temps de chargement des CD-ROM. Ils opteront pour un format qu'ils nommeront Nintendo GameCube Optical Disc. C'est en réalité un mini DVD fait en collaboration avec Matsushita, la maison mère de Panasonic. L'avantage du mini DVD est qu'il est très difficile à pirater et il offre plus d'espace que les cartouches. Au cours de son développement, la console évoluera. Ici, vous voyez la GameCube NPDP de couleur bordeaux qui propose une GameCube avec le port cartouche des kits de développement. Au fur et à mesure du développement de la console, elle évoluera de nouveau et les développeurs auront ensuite le droit au GameCube NR Reader d'une couleur bleu-verte. Celle-ci lisait les jeux en cours de développement sur le format mini DVD.
En cherchant des infos, je suis également tombé sur un modèle marron qui lui n'a pas été fait par Nintendo, mais par la société SN System qui proposait des kits de développement qu'ils appelaient Pro DG et aidait les développeurs à optimiser, tester et débugger leurs jeux. Cette version de la GameCube avait les mêmes fonctionnalités que la version NR Reader, mais permettait aussi d'envoyer du code directement dans la console via câble USB. Mais avant sa présentation officielle, certains médias parlent déjà de report, surtout pour les États-Unis et l'Europe, et c'est finalement lors du Nintendo Space World en août 2000 que sera présentée la nouvelle console. Juste avant celle-ci, Nintendo présentera la nouvelle console portable qui succède donc au Game Boy Pocket et Game Boy Color sous le nom Game Boy Advance, et Nintendo aura à cœur de faire la liaison entre les deux consoles, mais on en reparle un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, Nintendo montrera 5 coloris pour la GameCube et s'en suivra une vidéo présentant les jeux en cours de développement qui montre la puissance de la console. Et oui, pour les plus jeunes, à l'époque, Nintendo voulait faire une console aussi puissante, voire plus que la concurrence, avant de changer sa vision des choses, mais ça vous allez le découvrir petit à petit. Dans les jeux présentés, on verra entre autres un magnifique jeu Star Wars, le retour de Metroid, un Luigi pourchassé par des fantômes, ou encore un combat entre Link et Ganon. Genyo Takeda, producteur de la Nintendo 64 et aussi de la GameCube donc, assurera que celle-ci est beaucoup plus simple à coder par rapport à la Nintendo 64. Shigeru Miyamoto, lui, fera une présentation manette en main de Luigi's Mansion et d'une étonnante démo technique nommée Mario 128. Comme je le disais plus tôt, c'est donc lui qui est derrière le design de la manette qui aura évolué plus d'une fois. Je le cite, « Cette manette GameCube est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps pour la concevoir. Même un débutant qui n'a jamais touché de manette peut l'utiliser, votre grand-mère peut l'utiliser, ou les enfants avec de petites mains peuvent l'utiliser. Je pense que cela fait déjà environ 3 ans que j'ai commencé à travailler sur la conception de cette manette. Alors personnellement, je trouve que la manette GameCube est une des meilleures manettes qui ait été inventée. Mais au rayon des mauvaises nouvelles, Nintendo annonce que sa console ne sortira pas avant septembre 2001 au Japon, novembre 2001 aux États-Unis et pas avant le printemps 2002 en Europe. Avant même de parler du lancement de la GameCube, on va juste faire un point sur la concurrence parce que je pense que c'est important pour la suite. Sega a déjà abandonné le marché des consoles avec sa Dreamcast qui a cessé sa production en mars 2001. Pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur son histoire. Sony a sorti sa PlayStation 2 en mars 2000 et tout le monde n'a Dieu que pour elle. Et un petit nouveau va pointer le bout de son nez, Microsoft avec sa Xbox qui sera lancée en novembre 2001 sur le sol américain. On a donc Nintendo qui doit se lancer dans un marché où la PS2 mange tout sur son passage, au point que Sega a déjà abandonné, et Microsoft qui est sur le point de se lancer va sûrement jouer les troubles fêtes, mais ai-je besoin de vous dire que le lancement au Japon prévu pour le 14 septembre 2001 sera effacé par les attentats du 11 septembre de cette année. À la suite des attentats des 2 tours, Nintendo ne décalera pas le lancement de la console, qui sera assez mal vu pour certains. Rajoutez à ça seulement 3 jeux à son lancement, le tout mignon Super Monkey Ball, le bon Wave Race Blue Storm et l'excellent Luigi's Mansion. Et oui, pas de Mario à la sortie de la console, Nintendo misera sur son frère qui, entre parenthèses, sera un excellent jeu qui lancera la saga, mais les fans de Nintendo seront quand même déçus de ne pas voir les jeux qui avaient été montrés lors de la présentation de la console. 2 mois plus tard, la GameCube arrivera sur le continent américain. Certains se posaient la question de savoir si c'était une bonne idée de sortir la console vu le contexte, et finalement les joueurs seront au rendez-vous, certainement pour se changer les idées. Cette fois-ci, la console sera disponible avec de nouveaux jeux, 12 au total, dont l'énormissime Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader, la suite du premier opus sorti sur Nintendo 64, qui montrera que la GameCube n'a pas menti sur sa puissance. Comment ne pas vous parler aussi de Crazy Taxi, excellent jeu d'arcade développé par Sega. Et oui, après l'échec de la Dreamcast, Sega va se rapprocher de Nintendo pour sortir ses jeux. Il faudra d'ailleurs attendre le mois de décembre pour voir un jeu Sonic arriver sur GameCube. Comme je disais plus tôt, la GameCube arrivera seulement le 3 mai 2002 chez nous en Europe, ce qui permettra de découvrir une nouvelle licence de Nintendo, j'ai nommé Pikmin, encore une très bonne idée du grand Shigeru Miyamoto. Malheureusement, en septembre 2002, Nintendo va vendre Rare à son nouveau concurrent Microsoft, qui s'offre un bon studio pour développer des jeux pour sa Xbox. Tous les jeux en développement sont annulés, pas de Perfect Dark Zero, Donkey Kong Racing, Cameo,
Banjo-Tooie pour la GameCube, seul Star Fox Adventure sortira le mois de la vente. Ce sera là un très bon opus pour dire au revoir, mais pas adieu à Nintendo. Les ventes de la GameCube, sans être ridicules, ne sont pas aussi élevées qu'espérées. Nintendo cherche donc à reconquérir les éditeurs tiers qui avaient fui la Nintendo 64, entre la difficulté de programmation et le format cartouche, beaucoup avaient boudé Nintendo, dont Capcom. Mais pour la GameCube, ils vont annoncer les Capcom 5 jeux exclusifs à la console. Ces jeux seront PN03, Beautiful Joe, Dead Phoenix, Resident Evil 4 et Killer 7. Mais devant le peu de ventes de GameCube, Capcom fera machine arrière et seul PN03 sera exclusif à la GameCube, Dead Phoenix est annulé et les autres jeux seront portés sur les consoles concurrentes. Comme je le disais plus tôt, Nintendo avait à cœur de développer la liaison entre la GameCube et la Game Boy Advance. La console portable, elle, est un véritable succès et via certains accessoires, vous pouviez jouer à la Game Boy Advance sur votre écran de TV par exemple. En fait, la GameCube va regorger de bons jeux tout au long de sa vie. Je vais pas tous vous les lister, mais dedans on y retrouve bien évidemment l'opus Mario de la GameCube sous le nom Super Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee, le meilleur épisode de la saga Smash, le retour de Samus dans Metroid Prime, et bien sûr l'excellent Zelda Wind Waker qui décevra les fans au moment de son annonce à cause de la différence graphique qu'il y avait par rapport au jeu présenté lors du Space World, et finalement le jeu fera un carton. Alors, pourquoi la GameCube est un échec ? Eh bien tout d'abord, elle connaît les mêmes problèmes que la Nintendo 64. Les grosses exclus sortent au compte-gouttes et ça n'aide pas les ventes malgré la qualité des titres. Ensuite, comme vous vous en doutez, la PS2 écrasait littéralement tout sur son passage. La première PlayStation avait réussi à effacer l'image enfantine qu'avaient les jeux vidéo, et la PS2 confirme avec des titres beaucoup plus matures, et même si Nintendo essaye, ils sont en retard sur ce secteur. Ajoutez à ça aussi le fait que la GameCube n'est vue que comme une simple console de jeu, quand la PS2 et la Xbox sont de vrais centres multimédia. Dessus, vous pouviez lire vos CD ou DVD, chose que la GameCube ne propose pas. Il y a pourtant une version de GameCube capable de faire tout ça, celle-ci s'appelle la Panasonic Q, développée comme vous vous en doutez en collaboration avec Panasonic, mais cette version ne sera disponible que au Japon devant le peu de ventes de celle-ci. Et c'est aussi sur PS2 Xbox qu'on verra apparaître le online, chose que Nintendo n'a pas forcément envie de développer, privilégiant le multi en local. Ils sortiront quand même 2 modems pour que les éditeurs tiers puissent développer des jeux en ligne qui seront au nombre faramineux de 3. La GameCube sera vendue à un peu moins de 22 millions d'exemplaires, moins que la Xbox qui pour un premier essai de Microsoft dans le monde des consoles de jeux n'aura pas été ridicule avec ses presque 25 millions, les deux étant loin des 155 millions de PS2. La GameCube sera un véritable gâchis. Quand on voit la puissance dont elle disposait et les gros hits dans sa ludothèque, c'est bien dommage qu'elle n'ait pas eu le succès qu'elle méritait. Nintendo voulait faire la course à la puissance de ses concurrents, et ils n'ont pas été ridicules, mais les joueurs n'ont pas suivi. Mais ce qui est sûr, c'est que Nintendo changera sa philosophie pour la future console, et au cas où vous ne le saviez pas, ils auront bien raison, mais ça, on en parlera dans un prochain épisode de Dico Geek. Avant de conclure, je reviens sur 2 petites choses que j'ai découvertes pendant mes recherches. La première, c'est que au moment de sa conception, la GameCube aurait pu avoir comme contrôleur ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom télécommande Wii et Nunchuk, comme vous pouvez le voir, mais Nintendo les sortiront, comme vous le savez, pour sa petite sœur. Et deuxièmement, une information qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, le projet de console hybride, comme on le connaît aujourd'hui avec la Switch, avait été expérimenté à l'époque de la GameCube. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'images qui ont fuité, mais je pense honnêtement que Nintendo a bien fait d'attendre pour sortir ce concept hybride, sinon ils auraient sûrement fait de l'ombre à sa propre Game Boy Advance. Voilà mes petits noobs pour l'histoire de la GameCube, j'espère que cet épisode de Dico Geek vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le mot cube en commentaire et surtout racontez-moi vos plus beaux souvenirs sur cette console. N'hésitez pas non plus à me lâcher votre plus gros pouce bleu et à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.